Bonsoir. L'Association contre la précarité et pour la stabilité durable à venir vous présente ce mercredi 15 février 2023 une discussion, conférence, réflexion sur la santé. C'est quoi la santé pour toi? Comment s'assurer que les plus jeunes prennent en main leur santé physiologique, psychologique, voire ontologique? Comment se motiver, cultiver notre hygiène corporelle, émotionnelle et intellectuelle, développer le préventif plutôt que le curatif? Cette thématique se retrouve dans notre livre « Le pacte synarchiste contre la précarité et pour la durabilité ». Par ailleurs, un récent colloque organisé par l'Université de technologie de Compiègne, l'UTC, présentait, par l'intermédiaire de plusieurs psychiatres invités, les inquiétudes de la médecine psychiatrique face au nombre croissant d'individus, les universitaires, mais aussi toutes sortes de gens qui, depuis la période de pandémie Covid 2020-2021, alors qu'on les croyait stables, durables, démissionnent de telle ou telle d'entre leurs fonctions, pour des motifs variés, derrière lesquels se retrouve une peur de n'avoir pas le temps de vivre l'essentiel. Ceci les conduisant à abandonner tout ce qui n'est pas cet essentiel, qui est, généralement, ce qui leur donne l'impression d'être enfin reconnus, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs que là où ils sont, espérant trouver dans cet ailleurs le tout prêt, le tout cuit, plutôt que de fournir encore et encore des efforts là où ils sont déjà. En effet, en discutant avec les présents lors de notre précédente réunion, pour préparer la suivante, Stéphane A, ayant mis l'accent sur l'influence de notre santé psychologique, sur notre santé psychiatrique et vice-versa, il est clair que nous aurons à partager une thématique riche en interrogations pour nous et pour les plus jeunes d'entre nous, avec la modestie de nous interroger sur le pourcentage en chacune de nous de stabilité mentale suite à cette période pandémique, avec le risque de mourir d'une pneumonie, celui de mourir de vaccins administrés en trop forte dose ou trop rapidement les uns après les autres chez certains individus immunitairement plus sensibles que d'autres, en ayant l'intelligence de dépasser la dichotomie des pros et des anti-vaccins, pour comprendre plus profondément comment nos sociétés, et nous dedans, affronteront d'autres maladies. Un Tchernobyl gigantesque, par exemple, lors d'une guerre visant une centrale nucléaire, en nous y préparant, si préparation peut être le mot en pareil cas. Voilà. Je vais démarrer la discussion. Absolument. Comment la démarrer? Alors peut-être qu'on pourrait attaquer sur le pacte dont tu viens de parler et trouver les passages que nous avions pu sélectionner qui traitent de la santé. Peut-être, oui. Eh oui. C'est 52, 53, c'est pas... Je ne sais plus quels sont les passages. Alors, la proposition numéro 52. 52, 121, 133. Alors, commençons par la 52, donc Constantin qui pourra nous dire, et puis nous allons établir notre conversation à partir de la lecture de ces passages. Donc, proposition 52. Oui, je vais lire la proposition 52. Pour que l'entrepreneur ait les mains libres d'entreprendre et de performer dans son ou ses métiers, sans avoir plus à gérer ses employés, et pour que l'employé jouisse d'une condition humaine dignement respectable, assurée par la garantie de l'emploi à vie, se conjuguant avec plusieurs mesures y contribuant, telles que l'accès à des implants et molécules facilitant son existence, mais aussi à l'instauration dans toutes les entreprises de quarts d'heure de sieste, qui accroissent la rentabilité de l'employé en augmentant son capital santé, tout en diminuant le coût de l'assurance maladie générale. De travaux dirigés permanents de yoga, neuroconnectique, neuro-yoga, recentrant l'individu dans soi-même pour le relaxer, pour le dérobotiser.
pour lui rendre sa capacité à se retrouver afin de décider librement du sens à donner jour après jour à son existence qui n'appartient qu'à lui-même, tout en le laissant opérationnellement actif pour servir l'humanité, répondant avec compréhension aux besoins des uns et des autres, entrepreneurs classiques, start-upers, épaulés via leurs attachés placés par des groupes industriels et autres accroisseurs, d'une part, et employés dans l'acception la plus large du terme embrassant du plus petit grade au président-directeur général d'un grand groupe, d'autre part. Parce que, conciliant avec intelligence ces deux tendances, apparemment antinomiques entre elles, l'ordre synarchique fonde l'État placier, unique employeur qui résout l'équation. Alors là, en effet, ce qui peut être interpellant, c'est cette notion de sieste. Et oui, une entreprise. De sieste, mais aussi d'avoir un moment pour soi-même au milieu de la journée ou quand la personne en sent le besoin, d'avoir son quart d'heure ou 20 minutes que l'employeur mette à disposition une chambre ou, je sais pas, un espace où l'employé peut se recueillir, peut fermer les yeux, peut méditer, peut voilà, écouter une musique douce et pas dans le bruit continuel. Donc ça, c'est pour l'employé. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas dans les entreprises Dans mon entreprise, ce n'est pas le cas. Il y a des, en tout cas dans le privé, peut-être. Dans les bâtiments, en tout cas, qui sont conçus pour les entreprises, parce qu'a priori, les entreprises n'ont pas forcément leur propre immobilier. Hein. Ils louent des bureaux, et dans la plupart des nouveaux bureaux, il y a des espaces détente. On peut jouer, on peut lire, on peut se détendre. Bon, encore de lit, hein. Il y a des espaces en tout cas de détente, des baby-foot, des éléments qui permettent à la fois d'avoir des activités seules, de détente, ou des activités à plusieurs. Donc ça existe déjà. Ensuite, est-ce que ça a un impact positif? Moi, j'ai toujours pensé que, en tout cas, on m'a toujours appris dans les cours de management que finalement, en fait, ces espaces de détente, ces espaces de bien-être, c'était plus des facteurs qui étaient plutôt, c'était pas des facteurs positifs, mais plutôt des facteurs, enfin, en tout cas, c'est pas des motivations à aller travailler, c'est plutôt des facteurs de non-démotivation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes s'attendent à avoir ce type d'espace, parce que si elles ne l'ont pas, ça va les démotiver. C'est pas que ça va les motiver à aller au travail. Le premier qui a lancé ça, c'est Toyota. Et Toyota c'était basé sur une hypothèse lancée par des psychologues sollicités à l'époque. Et l'hypothèse était la suivante. Quelqu'un, ce n'est pas la notion de motivation, démotivation, mais plutôt d'énergie, de capacité qui elle-même engendrait la motivation. Donc on est dans du physiologique avant d'être dans du psychologique. C'est qu'un individu qui, à un moment donné, est invité, alors souvent il a peut-être une petite faiblesse, on sait d'ailleurs qu'on a des faiblesses vers 9h, 9h du matin et vers 14h, 14h30 l'après-midi. Il peut y en avoir d'autres évidemment dans la journée, mais quand il y a une petite faiblesse, ils se sont dit on va avoir des petits lits. Vraiment, on ferme, on est dans un petit lit, c'est tout petit comme espace, mais l'individu peut se mettre à dormir, il n'y a plus de lumière, donc les ondes alpha fonctionnent dans le cerveau, il a les paupières closes, et donc, au lieu d'être dans le tumulte des ondes bêta, oui, je dois penser à ça, il faut que j'appelle le directeur pour ci, là, c'est clos, la relaxation vient, peu à peu, il peut même s'endormir, et ça sonne au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça y est, il se réveille, et cet individu se sent remotivé, du moins, peut-être pas dans la motivation que vive la d'entreprise, mais au moins, on m'a respecté, on m'a laissé mon temps de repos, et je peux me sentir mieux. Sinon, c'est vraiment physiologique fondamentalement. J'ajouterais qu'il y a un petit bémol de l'acceptation par les autres, le regard des autres, lorsque, par exemple, toi, tu vas te relaxer, et parce que nous sommes dans une société où l'autre va nous regarder si nous ne sommes pas comme lui,
Et donc certains qui ne comprennent pas ce moment de relaxation, ce moment de récupération, il va y avoir un regard qui va être posé, je me répète là un petit peu, qui va être posé sur celui qui va essayer de se relaxer. Et pour celui qui essaie aussi de prendre ces quelques minutes de repos, ça peut être je dirais que c'est entre, excusez-moi, c'est entre l'hypocrisie et la bonne volonté. Donc on est entre les deux. Donc il n'y a pas une véritable acceptation pour l'instant, hein, de ce que je pense, il n'y a pas une véritable acceptation par tous de ces moments de... C'est-à-dire que là, tu entres, Serge, justement, en prolongeant la réflexion d'Angela et puis de Constantin, et la mienne propre, sur un schéma, je vais dire, je dirais presque ethnologique. Parce que, évidemment, si on s'intéresse à des Japonais, par tradition, vont se dire, si c'est autorisé par la direction générale, qui a jugé que c'était vraiment bien pour tout le monde, on peut s'y mettre. Donc on ne va pas juger celui qui y va, on va dire, il est dans le système et c'est bien. En effet, tu as raison, je me souviens d'un ami ingénieur qui travaille pour une grande organisation française, je ne le cite pas, mais qui me disait, on a le droit officiellement, mais si j'y vais, on va considérer que je suis un peu un tire-au-flanc, là, je ne vais pas travailler, je vais prendre mon quart d'heure. C'est mieux si je n'y vais pas. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est une mentalité à la française. Voilà, exactement, absolument. Stéphane, qu'en penses-tu? Je pense qu'effectivement, il y a l'acceptation d'un mode d'organisation, que ce soit organisation dans le travail ou organisation dans le repos. Donc l'acceptation d'un mode d'organisation connu et reconnu par le collectif. La difficulté étant que finalement, si je choisis de me reposer, si je choisis de faire une pause, c'est accepté par le collectif. Et alors, je ne vais pas donner d'exemple, mais aujourd'hui, il y a de nombreuses raisons de s'arrêter de travailler et de faire une pause de quelques instants qui sont connues et qui sont implicites. Et si on étend l'implicite et le connu à la notion de sieste ou à la notion de pause, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je pense que il faut probablement objectiver les bénéfices de la pause. Aujourd'hui, il est connu et reconnu qu'après 2 heures de conduite sur autoroute, il faille s'arrêter pour faire une pause. C'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes facteurs physiologiques, physiques, qui imposent un repos après 2 heures de conduite. Ce sont ces mêmes facteurs qui imposeraient une pause après 2 heures de concentration sur un texte, un tableur Excel, voilà. Donc, je pense que pour la société, dans son ensemble, il est probablement nécessaire de rendre explicite et d'objectiver les bénéfices. Et en plus, on y reviendra un petit peu après, mais dans notre pacte, il y a un passage qui évoque justement, dans le sens de ce que tu viens de dire, Stéphane, l'intérêt même financier à l'échelle d'un État-nation, même d'un groupe géopolitique comme l'Europe unie, de se dire que des gens qui ont le moment de repos tous les jours comme ça un petit peu, vont vieillir en meilleur état que des gens qui sont poussés, tirés, pressés, et qui, eux, vont être des débris et vont coûter très cher à la collectivité. Donc, même si on n'a pas de cœur, on peut au moins avoir une tête et se dire que c'est un bon principe. Alors, je t'invite, Serge, à prendre, selon ce que Constantin va dire, la page suivante. C'est 151 et 152. Donc,
121, pardon. Ah, proposition 121. 121. 21. 21, oui. Ça, c'est des propositions. Allez, page. Alors, proposition 121 du pacte synarchiste. Un enseignement élémentaire, secondaire et supérieur sera prodigué à tout enfant, préadolescent, adolescent, puis adolescent égale jeune adulte. Dans des établissements scolaires, puis universitaires, pontés, car dotés de passerelles permettant aux enfants curieux et précocement doués d'accéder encore jeunes aux disciplines réservées avant nous, aux seuls étudiants et élèves de grandes écoles, et motivants. Financés par l'impôt, qui auront, quelle que soit l'orientation générale ou professionnelle choisie par l'enfant, un temps minimum obligatoire, équivalent à 15% de leur activité, dévolu à l'enseignement de la réalité scientifiquement observable par nos télescopes, microscopes et autres neuroscopes, ceci permettant à tout enfant de l'Union d'avoir accès aux sciences exactes. Suivant, jusqu'en fin de collège, une formation à la curiosité, à l'émerveillement, puis à l'imaginaire, générant de l'inventivité et de la créativité. Depuis des sports, notamment gymniques et martiaux, externes puis internes, afin que depuis des activités manuelles et artistiques, avant que dans les sciences humaines et sociales, éveillant la sensibilité sensorielle, émotionnelle, puis conceptuelle chez l'enfant, et avant une formation, sollicitant par des travaux dirigés en équipe, dès le lycée, la fraternité, la loyauté et l'amitié qui naissent de la juste compréhension de notre réelle place dans cet univers trois branes, d'où nous avons émergé sur notre caillou stellaire Terre, voguant dans l'espace infini. Attendu qu'en régime synarchique, où les activités sportives, au sens corporel de ce terme, mais aussi intellectuelles, sciences naturelles et sociales, réflexion philosophique et motivationnelle, art, lettres, langue, seront amplement développées. Sachant que les sports corporels, et motivationnels et intellectuels, bien faits pour la santé publique, changent des individus sédentaires, pâles et gras, qui sont une charge économique pour la collectivité, en des jeunes forts et en de jeunes vieux en bonne santé. Les Jeux olympiques seront synarchisés, entendant qu'en plus des épreuves corporelles, chaque athlète devra personnellement, pour en être qualifié, triompher d'épreuves et motivationnelles, dons financiers à des fondations, aides bénévoles en exemple pour des jeunes en difficulté, actes courants de générosité citoyenne, etc. Ainsi que culturels, l'athlète devant être capable de création artistique personnelle à réaliser lors des Jeux, et intellectuels. Les athlètes olympiques étant aussi, chacun chacune, doués en mathématiques, physique, biochimie, anthropologie, géohistoire, etc. Ils, elles, devront présenter, voire soutenir publiquement leur mémoire de masters, ou mieux, leur thèse en exemple. Sachant qu'ainsi, dans notre synarchie, les sportifs ne sont plus des dopés auxquels on réinjecte leur sang suroxygéné pour produire du business, mais sont des êtres humains accomplis, donnant à tous l'exemple de l'effort multitâche, multidisciplinaire, synarchiquement exprimé comme étant corporel et motivationnel et intellectuel, ou encore plus conceptuel. Car le coopétiteur principal du sportif dans le monde transhumain qui se construit ne sera plus l'ensemble des membres de telle ou telle autre équipe sportive, mais les robots humanoïdes qui seront plus performants que nous, humains sapiens, dans tous les domaines, séparément. Notre seule possible supériorité tenant du développement autodiscipliné, de notre prise de conscience lucide, ou capacité à neuroconnecter nos groupes de neurones, et donc à fédérer et cohérer volontairement et intentionnellement,
quasi simultanément plusieurs neurofonctions en nous. Je propose peut-être qu'on s'arrête là parce que l'élément crucial est bien en effet cette santé publique, cette capacité qu'on peut avoir à se dire que, on parlait en effet des sports, se dire essayons d'être des sportifs corporels, mais aussi un sportif intellectuel, mais aussi un sportif émotionnel. Là, ça devient un tout autre monde et je pense qu'on est là devant le... Là, il y a une notion aussi de prise de l'individu en amont depuis l'enfance, en l'amenant vers du sein, vers de la conscience aussi de soi. Donc on lui présente ce qui est bon pour lui. Donc ça peut être en termes de nourriture, alimentaire, mais aussi en termes de nourriture intellectuelle et motivationnelle, comme tu viens de le dire. Donc c'est vraiment prendre l'individu en amont, c'est une nouvelle éducation, si je peux le dire comme ça. Puis derrière aussi, non seulement une nouvelle éducation, une nouvelle conception de la société, c'est-à-dire la santé, c'est la santé publique à partir de la représentation d'un individu qui est un équilibre. C'est installé finalement dans les mœurs. C'est pas je suis en bonne santé parce que je mange bien ou parce que comme on sait ou on ne sait pas, ce qui a amélioré la santé globalement et la longévité des humains actuels dans les pays riches, ce n'est pas la médecine, mais c'est l'hygiène, qui nous ramène à l'hygiène des Grecs de l'Antiquité, d'ailleurs, qui était excellente. Un esprit sain dans un corps sain. Mais oui, absolument. Et donc, on est là devant, à mon avis, en effet, une proposition intéressante de se dire, si on se dit, c'est pas seulement la santé corporelle qu'il faut viser, c'est la santé intellectuelle et la santé émotionnelle. Et donc, on peut se dire, le champion de Jeux Olympiques ne sera pas celui qui sait lancer son javelot ou taper dans un ballon, mais c'est aussi celui-là qui va taper dans un ballon et qui derrière va dire « j'organise une association pour aider les enfants défaillants ». D'ailleurs, l'exemple de Zinedine Zidane et sa femme Véronique ont monté une fondation dans ce sens-là. Ça, c'est de la pure générosité. Certes, c'est médiatisé, mais c'est bien. Et derrière aussi, on sait qu'il y a justement, je parlais de footballeurs, mais il y en a un qui a passé donc un master en mathématiques. On se dit, bon, c'est bien aussi de montrer aux gens, on n'est pas que des corps, que des viandes, on est aussi des têtes. Et c'est là qu'on revient sur cet équilibre. Tu disais, mens sana corpore sano, on est tout à fait dans cette réalité d'un équilibre. Donc, et là, on touche à un niveau de santé qui va se rééquilibrer par soi-même. Parce que si la santé est aussi intellectuelle que corporelle et qu'émotionnelle, motivationnelle, eh bien, là, on ne peut plus défaillir complètement. Parce que qu'est-ce que c'est quand on nous parle de santé mentale, de santé psychiatrique complètement effondrée, neurologique? Neurologique, c'est plus grave parce que ça touche à la génétique, mais au moins psychiatrique, et évidemment psychopathologique à la base. Qu'est-ce que c'est? C'est la société qui donne des souffrances à des gens qui n'arrivent plus à trouver un équilibre pour se sortir de la souffrance. Donc, si on leur demande de travailler, comme on dit à un moment, ils n'en trouvent même plus l'intérêt, bien oui, tout part en effondrement. Mais s'il y a un pôle intellectuel pour se dire, ah, tel domaine, j'ai envie de réfléchir là-dessus, ça me donne de la jouissance. Ou bien émotionnel, on peut parler de théâtre, que sais-je, bien là, peut-être que ça peut être le moyen de retrouver cette santé par une autre route. Et puis je pensais aussi au gain, parce que dans le petit texte que je viens de lire, il y a un gain de monnaie, parce que plus les gens sont en bonne santé, moins ils coûtent à la société. Mais donc il y a un gain qui est un gain individuel, mais il y a un gain collectif. Parce que ce gain collectif, il est, ce que je viens de dire, un gain de monnaie, il est aussi dans une synergie collective et il est aussi dans une capacité de cette collectivité à aller vers la meilleure santé
à aller vers ce que je vais dénommer le mieux-être, à aller vers ce qu'il y a de mieux pour l'individu. C'est ce que je pourrais dire. Alors, oui, messieurs, monsieur. Stéphane? Ce que je pourrais probablement ajouter, j'écoutais les différentes références et j'essayais de trouver justement d'autres références en matière de complémentarité et finalement de bon équilibre, ne serait-ce que la référence aux arts, les 7 arts, la sculpture, l'art visuel, la musique, la littérature, l'art de la scène, puis le cinéma. On voit bien que ces différentes formes d'expression artistique sont complémentaires, qu'elles font appel aux 5 sens, et que de la même façon qu'aujourd'hui, il est indéniable que l'équilibre et la bonne santé tient à la complémentarité des 5 sens, on voit bien que dans l'expression artistique, l'éducation auquel vous faisiez référence, qui renvoie aux 5 sens la dimension physiologique de la santé humaine, on voit bien le nécessaire équilibre et la nécessaire complémentarité, ou la complémentarité évidente. Et ce qui renvoie à d'autres références culturelles, et notamment l'alignement des chakras. Le fait que la tête, le cœur, le ventre, la bonne santé, c'est l'équilibre entre différentes dimensions. Et de ce point de vue-là, favoriser, voire inciter une éducation qui serait plurielle, qui combinerait des sciences dures et des sciences molles, ou des sciences douces, combinerait des éléments très concrets et très factuels, la technologie combinée à l'art, par exemple. On voit bien que aussi bien la nature que d'autres cultures nous renvoient à la nécessaire complémentarité de ces approches. Voilà. Et puis, si l'on revient, enfin, totalement différent, des idées totalement différentes, puis je vais revenir sur le petit texte que j'ai lu tout à l'heure en début, qui était sur la pandémie et sur l'instabilité psychiatrique que cette pandémie a suscité. Si l'on essaie de se projeter avec ce que pourrait être donc la santé telle qu'elle est décrite dans ce pacte synarchiste, on peut se demander comment l'individu, comment nous aurions supporté, je pense nous aurions mieux supporté en termes de stabilité, cérébrale, en termes de stabilité neuronale, nous aurions mieux supporté la pandémie. Qu'en penses-tu? Je ne peux que valider, parce que là, ça abonde dans le sens de ce qu'on a pu disserter absolument. On t'entend un petit mot ou bien on attaque directement sur la proposition suivante? J'ai plein de choses à dire. Vas-y. Alors, un grand mot, alors. Allez, vas-y. Je dirais que tout à l'heure, Delphine parlait justement d'une seule manière de voir les choses, en tout cas avant. Enfin, en tout cas, on a toujours été, en tant qu'enfant, que jeunes adolescents, à performer. Et justement, la performance, quelque part, associée à la productivité et à ces sciences un peu dures, les sciences, ou la littérature, mais dans le sens scolaire du terme, hein, pas la littérature où quelque part on atteint en tout cas le degré artistique, c'est-à-dire ce qui permet de développer l'imagination ou de produire quelque chose qui sort du commun. Donc potentiellement, quelque part on a créé justement des robots, des machines en fait à travailler, qui n'ont pas des êtres humains
qui utilisent justement leurs 5 sens. Et potentiellement, quelque part, on se retrouve avec, à l'âge adulte, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation où, à un moment dans leur vie, ils se posent la question de pourquoi je travaille, pour quelles raisons je travaille, pourquoi je me suis imposé cette souffrance quelque part, finalement à vouloir obtenir quelque part en récompense un salaire, voilà, une récompense qui est un salaire, pour finalement se retrouver à devoir consommer et payer justement soit d'accéder à des plaisirs tels que des loisirs ou justement aller au théâtre, etc. Alors qu'ils auraient pu le faire bien avant, et de manière tout à fait gratuite, quelque part, en accédant à ces choses-là directement. Et ça me revient sur, excuse-moi de te couper, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que là je suis en train de le remémoriser, donc sur la capacité que vont avoir les enfants, la capacité à les diriger vers l'émerveillement, vers un imaginaire, à travers les arts, ce que disait Stéphane tout à l'heure. Et ce que tu es en train de nous dire aussi, in fine, parce que les enfants que nous avons été, peut-être, ne sont pas passés par cet émerveillement, par cet imaginaire. Il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué ce... Je suis tout à fait d'accord. En fait, justement, nos parents, ou en tout cas nos familles, nous ont inculqué justement cette notion-là qui leur a été inculquée aussi, de performer, donc d'avoir un bon travail, d'envisager une belle maison, une famille, se marier, avoir des enfants, etc. Mais finalement, en fait, ils nous ont conditionnés très jeunes, en fait, justement, à être dans cette démarche de performance, donc une démarche qui, en tout cas, occulte complètement la notion de temps libre, d'imagination, d'expérimentation, en tout cas dans quelque chose de tout à fait soit artistique, soit autre chose d'ailleurs. Hein. Ça peut être tout simplement aller se promener avec des amis, jouer avec des amis. Neurobiologie, explorons le stade. Voilà, exactement. Et finalement, en fait, c'est vrai que cette notion de performance, comme on devient finalement des robots qui sont un petit peu déshumanisés, on oublie forcément de cultiver finalement ses émotions, son esprit, etc. Mais aussi, on oublie aussi son corps. On se déconnecte complètement de sa machine physiologique. On n'est plus du tout conscient de son corps. On se retrouve avec des personnes qui sont complètement stressées à l'âge adulte, qui finalement, en fait, pour rester connectés, justement, être les plus performants possibles, ont décidé de complètement oublier leur corps. Donc, on se retrouve avec des gens qui travaillent constamment, qui ne s'arrêtent même pas pour manger à midi. Hein. Enfin, j'en connais un lot comme ça, parce que bien sûr, on a tous travaillé. Moi, en tout cas, j'ai travaillé dans le milieu de la grande et de la petite entreprise, donc j'ai vu comment ça se passait dans les grandes entreprises. Et en effet, je pense que on a oublié tout simplement que justement la performance, on ne peut pas être performant si soi-même on n'est pas en bonne santé. Et en fait, la santé, je rebondis sur la santé, puisque là, pour le coup, il y avait un autre sujet, on pense souvent à la santé, aux médicaments. Un médicament, c'est quelque chose qui nous permet qui nous permet pas de guérir, d'ailleurs. Hein. Oui. C'est quelque chose qui nous permet, quelque part, de surmonter la maladie.
Parce que finalement, en fait, le médicament est là pour nous éviter de souffrir, de faciliter, de catalyser le processus de guérison, mais il ne nous permet pas de guérir. Et encore, dans certains cas, il nous permet... Le virage ne sert à rien. Donc, voilà. Sauf que, en fait, en effet, avant de guérir, potentiellement, on pourrait prévenir ce genre de choses-là. Donc, c'est vrai que on pense souvent à la santé, en fait, à la guérison, mais on pense très peu, peut-être plus aujourd'hui, hein, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience, c'est dans l'anticipation et justement dans un système un système de valeurs différent dans lequel on va se positionner, où justement on va faire attention au temps de pause, on va faire attention à ne pas travailler au-delà d'une certaine heure, on va envisager justement d'avoir des loisirs après le travail et de ne pas forcément aller se positionner à nouveau devant un écran le soir, pour ceux qui sont informatiques comme moi. Et finalement, en fait, de cultiver son bien-être à travers le sport, à travers la lecture, à travers la musique, le théâtre, les balades, toute chose qui justement éveille les cinq sens. Donc, voire même la méditation aussi, hein, en tout cas. Il y a une forme de méditation qui est proposée. Oui, donc c'est. Et je pense que j'ai rencontré au moins dans mon entourage, dans ce mois de janvier et février, au moins une dizaine de personnes qui viennent de tous bords, des personnes qui travaillent dans le milieu du conseil informatique. J'ai même aussi une actuaire aussi, peut-être faire intervenir qui a décidé de devenir coach de vie. J'ai une autre personne aussi qui a travaillé dans un laboratoire pharmaceutique pendant 18 ans, qui a décidé de devenir coach de vie. Donc, je pense qu'il y a une véritable... et je ne pense pas que ça soit juste un effet de mode. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les mœurs, qui fait que justement, on a atteint en tout cas un niveau technologique qui justement fait que l'être humain peut être remplacé par la technologie sur certains aspects. Hein. Je ne vais pas parler de ChatGPT et de toutes ces choses-là, des intelligences artificielles qui sont capables de répondre à la place des êtres humains. Mais on va peut-être demander aux êtres humains d'être humains, tout simplement. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on attaque la proposition suivante? Je crois qu'il y en avait deux. Je ne sais pas si... je pense j'avais noté 133. 133. Il y en a beaucoup, hein, donc je pense qu'on n'aura pas forcément... Attention, parce que celui-ci, il était très long. Hein. Oui. Tu vas couper le Si c'est trop long, vous mieux couper. Franchement, 133. Est-ce que c'est très très long? C'est moins long que l'autre. Bon, on peut lire le début et ensuite... La partie santé. Ah oui, mais... Exactement. Bon. Depuis les chambres de commerce et d'industrie réorganisées synarchiquement, nous allons créer un pouvoir socio-organisatif déplacé. Le créer, puisqu'il n'existe pas au sein des régimes chaotiques précédant l'installation du régime synarchique durabiliste, puisqu'il est nécessaire pour garantir le plein emploi à vie de tous les citoyens dans une économie non plus chaotique, mais organisée parce que synarchique. Pouvoir socio-organisatif officiellement inscrit dans la loi constitutionnelle de l'Union, de même que de chaque pays signataire, de forme adaptée à leur axe historique propre de notre pacte sous son aspect manifeste. Pouvoir placier, fondé sur des administrateurs civils, militaires et militaro-civils, militaires opérant dans le civil au service de l'intérêt général, des ingénieurs des systèmes d'intelligence artificielle de gestion, de la masse mutualable et des effectifs et des attachés placiers spécialisés dans un outplacement des ressources humaines, devenu reclassement interne, dans le cadre de la fonctionnalisation massive synarchique, se basant non plus uniquement sur les diplômes acquis par voie académique initiale,
mais aussi sur ceux acquis par voie académique continuelle de formation tout au long de la vie, ainsi que sur la preuve valant équivalence par l'effort, le courage et l'expérience des compétences de chacun, chacune. La reconnaissance certidiplômante, validant les acquis de l'expérience, permettant aux malchanceuses d'obtenir les titres nécessaires à leur évolution de carrière et, plus encore, permettant à chacun, chacune d'atteindre à son épanouissement vocationnel. Les administrateurs, ingénieurs et attachés placiers ayant aussi pour mission d'assurer pour celles et ceux n'ayant pas trouvé un compagnon ou une compagne idéale l'échange de coordonnées entre individus de même tranche d'âge et de profil, de goût et de projets personnels similaires, de psycho-endocrinotypes, effets des glandes endocrines sur les psychologies de chacun chacune, compatibles dans le respect des inclinaisons affirmées de chacun chacune, hétéro, homo ou bisexuel, afin de faciliter le bonheur des citoyens, citoyennes. Car si, d'un point d'observation humaniste, laisser des dizaines de millions d'êtres souffrir de solitude est indigne de chefs d'État au sein de sociétés secondives, voire tertiaires. Il est, sur le plan de la santé publique, irrecevable de laisser se développer des maladies de nature sexuelle, de même que des dépressions nerveuses d'origine émotionnelle. L'ordre synarchique veut des citoyens citoyennes heureux, heureuses, et les aide à trouver leur part de bonheur. Donc là, je n'ai pas entendu le mot santé, je ne sais pas, Constantin, si Et le mot santé, non, on ne s'est pas trompé. Le mot santé, il est dans cette proposition parce que le mot, il est dans le bonheur. Le bonheur, c'est la santé. Donc, il est dans la stabilité. Il est dans la stabilité mentale. Il est pour chacun de se trouver. Il est là parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, on vit, donc il y a la santé. Donc c'est aussi préventif pour éviter toutes sortes de stress, de chaos interne. Il n'y a pas le mot santé, mais je suis d'accord de tout ça. Parce que les maladies, les maladies sexuellement transmissibles avec des gens qui vont avec tout le monde, ça ne trouve pas leur bonheur et que deviennent un demi-fou, bien sûr. Je n'ai pas grand-chose à dire, pas plus. Peut-être la proposition suivante, en espérant que... Non, il y a par rapport à la santé, excusez-moi. Tu as entendu le mot santé? Bien sûr, c'est justement... Pas non seulement. Santé publique, sur le plan de santé publique, il est semblable de laisser se développer les maladies de nature sexuelle, de dépression nerveuse, d'origine émotionnelle. Donc il y a le côté qui est Serge, il a bien précisé, c'est le côté de stabilité émotionnelle, le bonheur, effectivement. Et là, il précise que l'État devrait mettre en relation l'échange des coordonnées entre les individus de même tranche d'âge et des profils de goût, de projets professionnels, personnels similaires. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un point assez important. Là où je trouve qu'on est dans le chaos total aujourd'hui, avec toutes ces types de rencontres, où il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes et qui ne cherchent pas du tout une relation stable, mais surtout d'amusement. Et ils sortent d'une relation à l'autre. Et dès qu'il y a un non ou une petite dispute, mais que ce soit l'homme, que ce soit la femme sur ces sites, ils se disent mais à quoi bon de continuer avec cet être? Parce que je peux trouver 1 million sur ces sites. Donc moi je pense que ces sites, ils ont atteint quand même leurs limites. C'est un moyen de rencontrer quelqu'un, mais pas le seul. Et je pense que il y a aussi d'autres moyens de rencontrer des gens sincères et saines mentalement. Je pense qu'il est plutôt aller vers des associations et des visites groupées, des musées. On revient sur le côté culturel.
côté la musique, des sorties culturelles qui permettra à chaque être de rencontrer des gens de son style. Mais les sites où il y a des monteurs, des monteuses, hein, les hommes et les femmes, c'est, à mon sens, atteint la limite de désastre qui provoque à un seul moment à chaque personne. Ajouter pour aller dans ton sens, et ce qui a été présenté tout à l'heure sur la proposition 121, c'est on est avec des enfants, des adolescents, des adolescents qui sont portés à aller vers l'amitié, l'échange avec leurs camarades, à être en groupe, à pratiquer les arts, comme c'est écrit, comme le soulignait Stéphane tout à l'heure. Donc il y a pas non plus, on va retrouver dans cette société nouvelle à venir, il n'y aura pas cette séparation que l'on vit actuellement. Il y a plutôt une participation de chacun, j'irais même jusqu'à dire une affection pour l'autre, un échange qui va être développé depuis l'école. Mais on parle des gens adultes, là, c'est oui, des gens adultes dans l'entreprise, c'est pas des... Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je pense que j'ai pas dit que ce que tu disais n'était pas juste. J'ai juste dit que on tendait à aller vers du changement et vers non pas, je répète, non pas une séparation comme on la vit actuellement, mais à ce que depuis l'enfance, on habitue donc les enfants, les adolescents, et ensuite qui deviendront adolescents et après adultes, à vivre ensemble, à échanger, à être dans la, si j'ose dire, la fraternité. Je reprends d'ailleurs l'exemple des Japonais. On sait qu'au Japon, les parents présentent à des enfants d'amis et s'arrangent entre parents pour que les enfants gardent le lien jusqu'à l'âge adulte. C'est en effet un bon moyen. Et sinon, à défaut, en effet, pour récupérer le manque qui existe dans nos sociétés de ce type, puis on peut avoir en effet ce qui était dans ce que tu as proposé aussi, les associations. Parce que les Anglais, absolument, les associations, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est des gens... SDC, par exemple. Bravo. Mais c'est vrai que les gens qui vont vers un certain objectif se ressemblent, c'est la phrase de Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, bien sûr, alors, ceux et celles d'entre vous qui nous écoutent et qui se disent « j'ai envie d'être membre de cette association » peuvent nous contacter, bien sûr. Tu viens de dire, on est déjà là. Mais pour revenir, oui, sur l'idée de pallier à ce manque de présentation enfant, on peut l'avoir en tant qu'adulte à travers, en effet, un grand corps d'État qui placera les gens si notre projet politique aboutit. Et quand il aboutira, devrais-je dire, parce qu'à mon avis, il est bon sens, il va forcément aboutir, bien c'est simplement de se dire le corps d'État qui placera les gens pourra aussi, en effet, les présenter les uns aux autres, par affinité, justement, et leur dire, justement, toi, t'aimes bien être dans tel type d'à côté, c'est plutôt tel art qui te plaît, eh bien, je peux te présenter des gens qui ont à peu près le même profil, et tu pourrais les rencontrer. Et à ce moment-là, ça crée beaucoup plus, justement, de fraternité, comme tu viens de dire, Serge, parce que, rappelons-nous que le fondement de la République, c'est liberté, égalité et fraternité, justement, à créer. C'est peut-être le troisième point le troisième terme qui manque souvent. Une plasticité neuronale, une flexibilité neuronale, aller vers l'autre et non plus se recroqueviller chez soi et essayer de s'individualiser comme, même si le mot individu n'est pas péjoratif, parce qu'il faut être un bel individu pour avancer en société, mais l'individu tel qu'il est proposé actuellement dans nos sociétés est un individu qui pense d'abord à soi et peut-être à ses enfants. Pour certains, ils ne pensent même pas. Enfin, bon, c'est pas la majorité des familles, mais voilà, il faut un retour à l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un retour à la fraternité et au cœur, ce que disait à travers ces chakras tout à l'heure M. Stéphane. Alors, j'observe que Fred nous a rejoint, donc salut et fraternité. Salut à vous.
Bon, alors est-ce que d'autres prennent la parole ou bien on attaque la proposition suivante? Je pense que les choses ont été dites. Ensuite, je fais partie de plein de groupes de sortie. Je vois bien comment ça marche. On peut pas transformer les gens. La société, elle est telle qu'elle est. Je veux dire, il y aura toujours des sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres pour rencontrer des personnes sérieuses. Il y a des sites de rencontres pour rencontrer des personnes qui ne sont pas sérieuses. Il y a des sites de rencontres pour les petits jeunes. Je ne vais pas énoncer la liste des sites de rencontres de ce type-là. Mais par contre, ce que disait Angela, c'est qu'on peut aussi se rencontrer dans une voie associative. Mais la santé mentale, elle passe à la fois par la santé au sens physiologique, la santé au niveau intellectuel, en tout cas quelque chose qui permet aux gens de se remplir de belles choses, etc. Et puis il y a l'aspect sexuel aussi, il est important. Enfin, je veux dire, la sexualité elle doit être épanouie et ça ne doit pas être de la frustration. Donc, je dirais que les sites de rencontres ne sont pas un problème. Par contre, si ça devient... en effet, c'est plus les gens qui mentent sur leurs attentes, en tout cas de ces rencontres, qui deviennent un problème. Si ça devient la majeure manière de rencontrer l'autre, c'est un problème. Oui, alors bien entendu, il y a d'autres types de... Alors, il y a les associations, bien entendu. Il y a aussi les groupes de sortie caractère amical, des groupes de randonnée, des personnes qui vont dans des musées, etc. Le bal des pompiers, non? Ou le bal des pompiers. Une fois par an, celui-ci ne risque pas de nous rendre heureux, en tout cas de manière... je ne suis jamais allé d'ailleurs. Mais voilà, enfin bref, ça existe. Alors bien entendu, c'est vrai que la recommandation par les parents, la recommandation à travers les amis, les associations qui nous permettent de rencontrer des gens qui sont potentiellement compatibles avec nous, bah oui, forcément, ça marche sûrement mieux. Est-ce qu'on doit laisser ça entre les mains, en tout cas d'une entité plus haute comme l'État? Je ne sais pas. Ce qui existe continue d'exister, mais il peut y avoir un plus, et c'est ce qui est proposé dans le pacte à niveau de la proposition que Serge nous a lue, c'est-à-dire que l'organisme d'État, voire macro-État, supra-étatique, je dois dire, qui gérera le placement des individus, puisse en effet dire à quelqu'un, bah, toi, apparemment ta vocation telle que tu me décris, ce serait d'aller vers ça et ça que tu aimes, qui est vraiment le cœur de ton cœur, de ton positionnement dans le monde professionnel et même associatif. Eh bien, je connais des gens sur ma liste qui ont les mêmes désirs que toi, ils sont dans la même vocation, je peux te les présenter. Et à partir du moment où il y a ça, à mon avis, on évite justement ce que dénonce Angela, même si en effet, Constantin, tu nous disais, il y a pour et contre, bien sûr, mais ce sera à mon avis une voie supplémentaire pour aider les gens à découvrir des gens semblables à eux, par la voie vocationnelle. Donc, je pense que c'est une proposition intéressante. C'est pour éviter que les personnes qui n'ont pas cette capacité, en tout cas, à rencontrer, ou en tout cas à faire peut-être un effort pour rencontrer des gens comme eux, soient aidés, pour éviter qu'ils restent dans la solitude, pour éviter, en tout cas, parce que la solitude n'est pas un problème à partir du moment où la personne, en tout cas, transforme sa solitude en quelque chose de créatif. Les artistes ne sont pas forcément des gens qui sortent tous les jours. Ils sont très bien avec leur art et ils sont créatifs parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Mais malheureusement, il y a un grand pan de société, en revenant sur la santé, qui sont solitaires par défaut, n'osant pas, étant timides, sachant pas... Oui, moi, donc là, on peut créer la création potentiellement de carences affectives, de carences, en tout cas... et en tout cas, d'avoir des gens qui dépriment tout simplement tout seuls. Oui, mais tu vois, par exemple, des entreprises ou des sociétés,
quand quelqu'un il postule, il y a les hobbies, les passions. Du moment auquel un logiciel peut identifier, la personne a inséré sur son CV les arts, cinéma, théâtre, c'est aussi en soi l'entreprise de pouvoir proposer au collectif des activités ou des soirées de théâtre de l'entreprise à ceux qui ont été identifiés avec cette passion. Même le sport, par exemple, des entreprises communes, parce que maintenant on a toute cette démarche d'unifier plusieurs groupes, de voir les passions de chacun de l'entreprise et proposer, je ne sais pas, la sortie week-end dans tel endroit, et qui se trouve parmi ces hobbies, de pouvoir participer. Et là, c'est quelque chose de plus sérieux parce que les gens, ils savent que c'est quelqu'un ressemblable à lui, parce que peut-être c'est dans notre groupe industriel ou dans notre entreprise, mais quelqu'un avec qui peut avoir des affinités, et c'est plus sincère. Et d'où, ça produira la santé mentale par la suite. Alors, je pensais prendre une autre proposition. Par contre, je vois que ça fait à peu près presque une heure qu'on discute. Alors, on va lire plus court, on va parler plus court. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de propositions. Alors, j'aurais dû encadrer le mot santé à chaque fois pour qu'on lise uniquement le petit passage. Mais... Non, mais est-ce que dans... Attends, juste une petite... pour revenir sur ce qui a été dit au tout début, pour savoir si on n'a rien oublié, ce qui a été dit au tout début. Alors, comment s'assurer que les plus jeunes prennent en main leur santé physiologique, psychologique, voire ontologique? Ça, nous l'avons traité, il me semble. Comment se motiver, cultiver notre hygiène corporelle, émotionnelle et intellectuelle, développer le préventif plutôt que le curatif. Ça, on l'a traité aussi. Donc, est-ce que vous avez est-ce que vous voyez d'autres sujets qu'on n'aurait pas traités? On a parlé des médicaments tout à l'heure. Alors, j'avais bien noté que la toute dernière proposition était cruciale. Toute dernière. On va aller vers la toute dernière traitement de santé, donc on va aller vers la toute dernière. Peut-être pour terminer, en tout cas sur cette dernière proposition, j'ai 276 qui semble être essentiel. 276. Oui. C'est ça, moi je pense que ça peut être bien soit couper la vidéo et mettre vraiment la proposition et après la vidéo, tu sais. Oui, mais c'est un énorme travail, puis c'est... On parlera, mais oui, en effet, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Donc 276, alors vous allez commencer par me trouver où est-ce que ça se trouve, parce que là il y en a pour 5 pages. Ah, pardon. Oui, oh là là. Donc, oui, il aurait fallu... débrouillez-vous. Je me rappelle qu'il y avait un A, donc... Non, 276. Ici. C'est ça, 276. Oui, mais c'est ici. Stéphane, tu as d'autres idées? Donc ça, c'est 277. Non, je pense que le panorama des propositions et ce qu'elles abordent à la fois en organisation de la société, la dernière discussion, en équilibre de vie entre le loisir et le travail et la santé physiologique, je pense que le panorama est complet. Ce que je pense aussi. Plus, ce serait trop. Ouais. Moi, c'est ce que je pense aussi. Hein. Bon, ouais. Bon, parce qu'on a bien... Oui, ça peut être pour la prochaine fois. Oui, en fait, c'était toute la fin, en réalité. Oui, attends, je vais le dire, si tu me permets, parce que comme ça, finalement, c'est la conclusion. Ce sera la conclusion, oui. C'est-à-dire que, tout simplement,
si la profession est l'instrument capital de notre action écologinomique, donc qui traite d'écologie et d'économie, la santé en est l'instrument fondamental. Voilà. Parce que dans ce pacte, on est tout le temps en train de penser, contrairement aux autres partis politiques qui sont dans l'idée de soit le travail, soit le capital, soit la nature écologique, soit je ne sais quoi. Là, nous, on pense d'abord la santé de l'être humain. L'être humain, et ça c'est un plan d'ailleurs de réflexion sur la notion de synergie, telle qu'elle a été lancée à la fin du XIXe siècle. C'était justement lancé notamment par un médecin aliéniste, comme on disait à l'époque, donc un psychiatre, et qui s'était dit pourquoi les gens tombent malades? Ils tombent malades parce que la société n'est pas équilibrée, elle n'est pas l'exemple de l'être humain. L'être humain, c'est un élément intellectuel, un élément émotionnel, un élément stomacal, on va dire corporel. Si on équilibre les trois dans la société avec un corps intellectuel, un corps, disons, qui représente toute l'intelligence de la société, un corps, comme on peut le dire aujourd'hui, juridico, exécutivo, législatif, et puis aussi pardon, un corps placier, un corps qui accompagne les gens, comme un estomac de la société, à s'en sortir économiquement, surtout que c'est de plus en plus complexe. Et bien là, on aura une société équilibrée à l'image de l'être humain, tout simplement. Voilà. Je pense que c'était un petit mot à ajouter. Oui, l'écologinomie, puis on peut parler aussi, très brièvement, d'économie cognitive. Et ça va ensemble, et c'est ce qu'on a traité à travers les propositions qu'on vous a lues, et notamment, je repense au neuro-yoga et cette méditation nouvelle. Petite question vers Fred, puisque tu nous as rejoint, est-ce que par rapport à la question de la santé, donc pour aujourd'hui, tu as quelques réflexions saines à apporter pour clore Oui, alors c'est difficile parce que je prends du coup la conversation en route et j'ai pas entendu ce que vous aviez dit au départ. Je ne sais pas si vous aviez donné une définition de la santé. Moi, j'ai réfléchi à ça. Bon, c'est vrai que c'est une vieille question. Il y a eu beaucoup de philosophes et de grands penseurs, notamment du XXe siècle, qui ont réfléchi là-dessus. Mais là, je me disais que par rapport à ce que vous disiez là, en partant du corps, alors corps, pas forcément corps humain, mais aussi voilà, corps social, etc. Je me disais je pourrais peut-être essayer une synthèse en disant que la santé, ce serait un peu en trois niveaux. Le premier niveau, ce serait la capacité de régénération morphologique. Alors morphologique au sens large, hein, pour le corps humain, on entendra régénération du corps, régénération physiologique. Ce serait un autre niveau, deuxième niveau, ce serait une capacité de modification morphologique, mais qui serait dans un sens de quelque chose de positif, de considéré comme positif. Et le troisième étage, ce serait peut-être de la conservation de la mémoire ou de la trace de ces transformations. Et je pense que là, on a un niveau très, très abstrait, mais qui peut être intéressant. Et évidemment, un corps humain est quelque chose de très complexe. La personne humaine est complexe. Et cette définition-là, elle englobe l'aspect justement intersubjectif et l'aspect social, puisque moi, il me semble que les niveaux de complexité humains le sont nécessairement parce qu'il y a des interactions sociales et qu'on est des êtres sociaux. Donc voilà, il ne s'agirait pas de dire que c'est une définition qui pourrait être, comment dirais-je, solipsiste ou voilà. Mais il me semble que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on pourrait voir le côté, pour le coup, longévité, lutte contre le vieillissement, puisque du coup, le vieillissement serait ipso facto un facteur de défaut de régénération morphologique. Et on pourrait intégrer là-dessus, effectivement, les atteintes morphologiques au niveau morphologie sociale ou au niveau corps social, et tout en intégrant la capacité de changement et donc de créativité de ce corps social. Et à partir de là, je pense qu'on pourrait peut-être raccrocher à tout ce que vous venez de dire en fait sur justement les moyens de prévention
développement personnel articulé au corps social et à la vision du sens, peut-être même du récit. Ça sera un peu le troisième niveau sur la trace pour pouvoir faire sens des différentes modifications. Voilà ce quoi j'avais réfléchi, mais je suis désolé parce que vu que j'arrive en route, j'ai l'impression de tomber un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent avec ce que vous avez dit, mais il me semble avoir perçu un tout petit peu, peut-être, voilà, ça pourrait s'harmoniser un tout petit peu, peut-être. Ah oui, je pense que c'est un bon compliment qu'on pense. C'est bien. Stéphane, Tout va bien, je n'ai rien à ajouter. nous pouvons clore Ça a été riche. le débat. C'est bien. Je te laisse, Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. Merci. Ça a été très riche.